Auto-entreprendre en prison pour favoriser sa réinsertion. Acapulco, la porte de l'enfer au paradis. Bataille autour d'une taxe sur la bière, folklore belge classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de votre magazine hebdomadaire 7/7 sur CRDI.tv. Accident ferroviaire en Italie, attentat en France et en Belgique. Dans tous ces pays d'Europe, pour soigner des dizaines de blessés, cette tragique actualité a été suivie d'un appel au nom du sang lancé par les autorités sanitaires et la Croix-Rouge. Aujourd'hui, si la transfusion pour tous existe, son corollaire, le don par tous, sans condition et sans restriction, n'est pas encore effectif, remettant encore une fois à l'ordre du jour la résolution de cette complexe équation à 3 inconnus, à savoir comment déterminer correctement le nécessaire principe de précaution dans ce domaine de santé publique, comment garantir un accès constant à des stocks de sang suffisants, et enfin, comment garantir la fin de ce qui est vécu par certaines et certains comme une discrimination liée à l'orientation sexuelle. Un sujet préparé par Eva Dept, Antoine Moll, Ludovic Maître et Benoît Soreille. La Croix-Rouge a récemment lancé un appel au don de sang, suite à une diminution importante de leur stock. Quand on dit pénurie, donc il faut bien se rendre compte que vous avez dans le domaine de la transfusion des groupes sanguins, et donc il y a parfois pénurie de certains groupes sanguins qui peuvent être très rares. Cette pénurie soulève des questions quant à l'élargissement de l'accès au don de sang par des personnes qualifiées de à risque, comme les hommes ayant des rapports protégés ou non avec d'autres hommes, qui à l'heure actuelle ne sont pas autorisés à donner leur sang. En fait, ce n'est pas vraiment de la communauté en tant que telle que le risque, il porte uniquement sur les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est ça qui pose problème, qui pose un problème vraiment de risque. Alors effectivement, il y a plusieurs pays qui se sont penchés sur la question pour voir s'ils pouvaient revoir leur position, parce qu'actuellement, donc, le don est totalement interdit pour un tel comportement à risque. C'est sûr que donc ce sont les comportements qui sont à risque et pas les personnes, et donc ça va dépendre du comportement de chacun. Il peut y avoir évidemment des hétéros qui vont prendre plus de risques ou des personnes qui ont des relations avec les personnes du même sexe qui vont prendre plus de risques. C'est pas ça le problème, c'est vraiment la pratique qu'ils ont eue au cours des derniers mois qui va permettre de déterminer le risque. Et donc c'est vraiment une étude au cas par cas qu'il faudrait faire. Et donc pour moi, à partir du moment où la personne n'a pas pris de risque, il n'y a pas de raison de l'exclure spécifiquement du don de sang. Mais il faut bien se rendre compte que c'est pas toujours évident pour la Croix-Rouge de faire du cas par cas à chaque fois. Et donc c'est évidemment plus facile de se baser sur les statistiques pour éliminer certaines parties de la population pour de nouveau éviter tout risque pour le receveur. Et donc je pense que c'est pour ça que certaines décisions ont été prises. C'est vrai qu'on pourrait dire élargir va permettre d'avoir plus de donneurs. Je pense que pour le moment, quand on voit les critères dits d'exclusion, c'est-à-dire surtout les critères qui disent aux candidats donneurs évitez plutôt de donner votre sang parce qu'il y a un tout petit risque. Donc c'est beaucoup de patients. Donc actuellement, si vous avez subi une endoscopie de dépistage pour rechercher un cancer du côlon, pendant une certaine période, vous ne pouvez pas donner du sang. Ça n'a rien à voir avec des maladies sexuellement transmissibles. Vous retrouverez la même chose s'il y a une maladie de Creutzfeldt-Jakob dans la famille, s'il y a plein d'autres circonstances, un tatouage ou autre. Donc pour le moment, les critères sont extrêmement restrictif, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que dans le domaine de la transfusion, on veut bien entendu garantir le risque le plus proche possible de zéro pour les patients qui sont transfusés. Si certains pays en Europe ont ouvert sous certaines conditions à des communautés considérées comme à risque, en Belgique, le sujet est sur la table des négociations. En Belgique, il y a une réflexion qui est faite au niveau du ministère de la Santé publique actuellement. Et donc c'est le ministère de Madame De Blok qui se penche sur la question. Et nous pensons qu'il y aura effectivement une évolution plus proche de ce qui se passe par exemple aux Pays-Bas ou en France, où il y aura un don autorisé à condition d'avoir une abstinence de relation pendant un certain laps de temps.
La ministre de la Santé Maggie De Bloch avait déclaré en mai qu'elle se donnait jusqu'à la fin de l'été pour décider si les homosexuels seraient autorisés à donner leur sang. Imaginez une prison qui crée des chefs d'entreprise? Non, vous ne rêvez pas. À Montevideo, la capitale de l'Uruguay, la prison des Punta de Rieles est unique en son genre. À la condamnation qui a emmené leurs pensionnaires dans cet établissement, les autorités pénitentiaires préfèrent ajouter une liberté quasi totale de mouvement au sein de la prison et y encourager l'entrepreneuriat. Le parti pris est clairement la maximisation des chances de réinsertion des détenus après leur libération, en favorisant le plus tôt possible les activités génératrices de revenus, revenus qui peuvent, déjà du temps de leur incarcération, être envoyés à leur famille ou convertis en coupons utilisables au sein de l'établissement. Un sujet préparé par l'ensemble de la rédaction. Les rythmes africains de la musique candombe sont un classique de la rue en Uruguay, mais il est bien plus rare de les entendre en prison. Car Punta de Rieles n'est pas une prison comme les autres. Ici, les détenus passent peu de temps derrière les barreaux. À la place, ils travaillent et sont encouragés à développer leur propre entreprise et leur créativité. Pour moi, cette prison, c'est ce qu'il y a de plus proche du monde réel. Dans toutes les prisons, il y a des barreaux, des cadenas, des policiers, des couteaux, des morts, beaucoup d'agressions. C'est ce que tu vois partout ailleurs. Mais maintenant, je suis ici et je me sens comme dans un quartier privé, comme si j'étais dans la rue. C'est comme être dehors. Tu es privé de ta liberté, mais on te donne la possibilité de montrer que tu ne veux pas ressortir comme un criminel. Malgré les murs et les miradors, tout est fait pour ressembler le plus possible au monde extérieur. Les détenus sont traités comme des entrepreneurs plutôt que comme des criminels et l'argent gagné peut être envoyé à leur famille ou transformé en coupons utilisables en prison. Nous croyons que les gens sont façonnés par les circonstances. C'est une chose à laquelle nous croyons fermement. Par conséquent, si les circonstances changent, les gens devraient changer aussi. Il s'agit pourtant bien d'une prison. Les incidents violents sont fréquents et récemment, un détenu s'est évadé avant d'être rattrapé. Mais pour cet ancien chef de gang, Punta de Rieles a été l'occasion d'une nouvelle chance. Une fois libéré, il a fondé avec son cousin une boulangerie à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. C'est ici que j'ai vu des opportunités. Je sais qu'une entreprise comme celle-là, je n'aurais pas pu la créer dehors. Avec entre ses murs environ 7% de la population carcérale d'Uruguay, Punta de Rieles fait figure de prototype dans un pays qui cherche à réformer son système de prison. En 2009, un rapport de l'ONU avait qualifié ce dernier d'épouvantable en relevant de nombreuses atteintes aux droits de l'homme. Des surfeurs, des plages paradisiaques, mais aussi la violence, la drogue, les meurtres. Au Mexique, Acapulco réunit cet étonnant cocktail explosif qui fait de cet endroit une porte d'entrée aux enfers. La population locale reproche aux autorités une totale passivité face à une vague montante de violence. Les surfeurs, eux, entre sport et survie, tentent d'orienter les jeunes vers le sport et le surf avant qu'ils ne soient attirés et recrutés par les cartels de la drogue. Un sujet préparé par l'ensemble de la rédaction. À Acapulco, le surf était vu autrefois comme un sport de riches. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes défavorisés l'ont adopté comme une manière d'échapper à la violence de la ville. Luis Rey Hernandez est l'une des étoiles montantes du surf au Mexique. Il a récemment remporté le championnat national des moins de 18 ans. Dans la mer, je n'ai pas peur. Je suis heureux d'être là. La violence est terrible ici à Acapulco et le gouvernement et le président ne font rien. C'est très dangereux pour nous. On est sur la mauvaise pente. On entend des tirs. Il y a des morts. Si Puerto Escondido est la Mecque du surf au Mexique, Acapulco a gagné en popularité parmi les amateurs et les professionnels. Mais les plages de sable fin contrastent fortement avec la réalité d'une ville appauvrie, gangrénée par les cartels de la drogue et devenue l'une des plus violentes au monde. Ça affecte le surf parce que malheureusement la violence attire les jeunes. Et ici nous avons besoin d'aide pour que ce soit le surf qui attire les jeunes et que les choses changent.
L'un des plus célèbres surfeurs d'Acapulco, José Manuel Trujillo, est bien placé pour en parler. 3 de ses amis ont été tués lorsqu'il était adolescent. Mais le champion s'est tourné vers le surf, a monté sa propre marque de vêtements et a même fini par jouer un petit rôle dans un film hollywoodien. Grâce au surf, je me suis éloigné du mauvais chemin. Et aujourd'hui, je suis là, debout. Grâce à Dieu, j'ai gagné le respect de tous et j'ai montré à tout le monde qu'il y a un sport très beau qui s'appelle le surf et que l'on peut pratiquer à Acapulco. Mais à $240 minimum la planche pour enfants, ce sport n'est pas encore à la portée de tout le monde. Cet artisan a appris à façonner des planches pour les rendre plus accessibles. Si l'on sait que l'on ne gagnera que le coût du matériel, mais que cela peut permettre à des enfants de commencer à surfer et de s'occuper, alors c'est que nous apportons de l'aide. Gaciel Garcia a bénéficié de cet appui local. À 10 ans, le jeune garçon a déjà remporté un championnat national et rêve de participer à des compétitions à l'étranger. Dans ce qui était encore au XVIIIe siècle les colonies britanniques d'Amérique du Nord, ceux qu'on appelait les insurgents se sont lancés dans la guerre d'indépendance vis-à-vis de l'Angleterre suite à une réforme fiscale contestée. À peu près au même moment, la Révolution française éclatait suite à des réformes, notamment fiscales, avortées car rejetées par les nantis. Bien auparavant et beaucoup plus modestement dans ce qui n'était pas encore la Belgique, plusieurs légendes coexistent à propos de l'origine de la coutume du Meyboom, ou arbre de joie, qui serait liée à une dispute relative aux taxes sur la bière entre Bruxelles et Louvain. Une chose est sûre, Louvain a mordi la poussière et les Bruxellois ont célébré cet événement en plantant un arbre de joie. Planté pour la première fois en 1213 pour célébrer la victoire des Bruxellois sur les louvanistes, il s'agit aujourd'hui d'un défilé haut en couleurs qui se déroule chaque année le 9 août. Ce défilé porte un arbre à travers Bruxelles, escorté d'une fanfare, de géants et de divers groupes folkloriques. La plantation du Meyboom est reconnue en tant que patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Un sujet préparé par Eva Dept, Louise Van Gulik et Antoine Moll. Pour la 708e fois, le Meyboom, l'arbre de la joie, a bien été planté ce 9 août, veille de la Saint-Laurent, au croisement de la rue du Marais et la rue des Sables à Bruxelles. C'est la 708e fois, donc on fait tous les ans la plantation d'un arbre de joie. C'est un privilège qui nous a été donné par le duc Jean en récompense d'avoir foutu une touffeling aux louvanistes qui avait attaqué une noce de Bruxellois aux alentours de Bruxelles. Une histoire de taxe sur la bière pour une fois changer avec les louvanistes. Et alors le duc Jean nous a donné le droit de planter un arbre de joie la veille de la Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, le 9 août, et c'est la 708e fois que ça a lieu. Ça n'a jamais cessé, même pendant les guerres, il y a toujours un petit arbre ou un arbuste qui a été planté. Et voilà. L'arbre de la joie doit être planté avant 17h, sinon le privilège est remis aux louvanistes. D'ailleurs, en 1974, des louvanistes déguisés en journalistes identifièrent l'arbre choisi par les Bruxellois et le coupèrent la nuit avant la cérémonie pour pouvoir le planter sur la grande place de Louvain. Depuis, les louvanistes estiment qu'ils sont désormais titulaires du Meyboom. Ils nous invitent à leur plantation parce que soi-disant c'est eux. Il y a 15 jours, 3 semaines, on était invités chez eux. Et à notre journée académique, nous les invitons aussi. Donc disons que l'âge de guerre a été plus ou moins enterré. Mais nous sommes quand même toujours là pour faire attention qu'ils ne viennent pas nous piquer l'arbre. Hein. En fait, ça c'est notre but à nous les gardes de ville. Vous l'aurez compris, l'arbre était sous haute surveillance, mais pas que lui. C'est aussi la joie, c'est le folklore, mais des fois il faut quand même serrer la vis. Voilà. Le public était moins présent cette année, mais la bonne humeur, elle, était toujours aussi présente. C'était une manifestation formidable, très bien, il y a une entente parfaite, je trouve. C'est vraiment une belle journée, je trouve. Pour notre clin d'œil de la semaine, direction Bruxelles, pour la 15e édition du plus gros événement culturel musical estival en plein cœur de la capitale belge, le Brussels Summer Festival. Sous l'impulsion d'acteurs culturels, touristiques et institutionnels bruxellois désirés de proposer un événement culturel majeur au cœur même de la capitale belge pendant la période estivale, le BSF, né en 2002 sous le nom de Rhythmix, ambitionne de proposer aux festivaliers, sur plusieurs sites différents, d'assister aux concerts d'artistes de qualité à un prix très démocratique. La programmation, éclectique,
mêle têtes d'affiche et artistes moins connus, venus de plusieurs univers musicaux. L'on sait ainsi passer du rock au hip-hop, en passant par le jazz, la pop ou encore la world music. Au fil des ans, le Brussels Summer Festival est devenu l'événement musical urbain incontournable, attirant plus de 125 000 festivaliers en 2015. L'édition 2016 a vu, ou verra encore, les performances live de Peter Doherty, Mickey 3D, Kezia Jones ou encore Louise Attaque. Ainsi s'achève ce 4e numéro de 7 sur 7 que j'ai pris un grand plaisir à vous présenter. Il me reste dès lors à vous souhaiter une excellente semaine. Toute l'équipe de la rédaction de CRDI vous retrouvera avec plaisir dès samedi prochain pour un prochain numéro de 7 sur 7. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et avis via l'adresse email 7sur7@crdi.tv. L'actualité continue, et en continu, c'est aussi via notre compte Twitter CRDI News. Merci et à bientôt.